Je ne m'attendais pas à ce que l'appel de ma grand-mère déclenche une telle cascade de souvenirs et d'émotions. Je m'appelle Léa et, à 29 ans, j'ai construit la vie dont j'avais toujours rêvé. Un poste de direction chez Dubois & Associés. Investissement, un appartement de luxe dans le centre-ville de Lyon et surtout, une indépendance totale vis-à-vis de ma soi-disant famille. Léa, ma chérie, la voix chaude et familière de ma grand-mère résonna au téléphone. Je voulais te dire que tes parents et Chloé ont emménagé dans leur nouvelle maison. Elle marqua une pause et je pouvais sentir l'hésitation dans sa voix. Ils organisent une pendaison de crémaillère dans 3 semaines. Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire narquois. Est-ce que papy et toi y allez ? Non, ma chère. Nous ne nous sentons pas assez bien pour tout ce bruit et cette agitation, soupira-t-elle, et je pouvais l'imaginer assise dans son fauteuil préféré, tricotant probablement une autre écharpe. L'arthrite de ton grand-père le fait souffrir à nouveau. Prenez soin de vous, dis-je, sincèrement préoccupée. Mes grands-parents étaient les seuls membres de ma famille auxquels je tenais encore. Je viendrai vous voir bientôt, tous les 2. Ce serait adorable, ma chère. Tu nous manques. Une autre pause. Léa, je sais que les choses sont compliquées, mais peut-être... Mamie, la coupai-je doucement. Nous savons toutes les 2 qu'ils ne m'inviteront pas. Et ce n'est pas grave. Après avoir raccroché, je me suis dirigée vers mes baies vitrées, contemplant la ligne d'horizon de la ville. Mon reflet me fixait. Une femme qui avait réussi, dans un tailleur élégant, bien loin de l'enfant non désiré que j'avais été. L'ironie ne m'échappait pas. La nouvelle maison de mes parents était probablement modeste comparée à mon appartement, mais il ne le saurait jamais. J'avais pris soin de garder ma réussite privée, restant à l'écart des réseaux sociaux pendant des années. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était Amélie, ma meilleure amie de l'université. « N'ose même pas te défiler pour ta fête d'anniversaire demain, » dit-elle sans préambule. J'ai déjà commandé le gâteau et convaincu la moitié du bureau de venir. Je ris. Dans mon propre appartement, ce serait tout un exploit. Sérieusement, Léa, tu dois fêter ça. La trentaine approche et tu réussis brillamment dans la vie. Montrons-le un peu. Prends des photos, poste-les en ligne, montre au monde que Léa Moreau vit sa meilleure vie. J'hésitais. Pendant des années, j'avais gardé ma vie privée, ne voulant aucun lien avec mon passé. Mais peut-être qu'Amélie avait raison. Peut-être était-il temps d'arrêter de se cacher. D'accord, concédai-je, mais rien de trop fou. Trop tard, chanta-t-elle presque. J'ai déjà engagé un photographe. Le photographe engagé par Amélie valait chaque centime dépensé. Sur les photos, mon appartement ressemblait à une page de magazine d'architecture. Les plans de travail en marbre scintillaient, les lumières de la ville pétillaient à travers les fenêtres. Et tout le monde avait l'air glamour et heureux. Après des années de silence sur les réseaux sociaux, j'ai finalement posté les photos. « Regarde-toi, ma belle », s'exclama Amélie en parcourant les commentaires. « Ton post fait le buzz. » Je jetai un coup d'œil à mon téléphone. Les likes et les commentaires affluaient en effet. Anciens camarades de classe, collègues et même quelques parents éloignés étaient stupéfaits par ma réussite apparente. C'était étrange, comme si j'enlevais enfin un masque porté pendant des années. Le lendemain matin, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. « Léa, c'est maman. J'ai eu ton numéro par ta grand-mère. » Mon estomac se noua. La voix artificiellement, joyeuse de Sophie Moreau ramena un flot de souvenirs indésirables. « J'ai vu tes photos en ligne. Ton appartement est impressionnant. Nous n'avions aucune idée que tu réussissais si bien. Bien sûr que non, pensai-je. Vous n'avez jamais pris la peine de demander. Nous organisons cette pendaison de crémaillère le week-end prochain, insista-t-elle. Nous aimerions beaucoup que tu viennes. Tout le monde serait si heureux de te revoir. J'imagine, maintenant que j'ai réussi. J'y réfléchirai, répondis-je froidement. Puis je raccrochai. Assise sur mon canapé, fixant la ville en contrebas, les souvenirs commencèrent à affluer. Des souvenirs que j'avais tant essayé de refouler. Je n'étais pas censée exister. Ma mère avait 22 ans, fraîchement diplômée de l'université, quand elle est tombée enceinte. Papa et elle avaient de grands projets, voyager,
construire leur carrière, profiter de leur jeunesse. Un bébé ne faisait pas partie du tableau. Madame Moreau, je pouvais presque entendre la voix du médecin, d'après l'histoire que ma grand-mère m'avait racontée un jour. Un avortement pourrait compromettre votre capacité à avoir des enfants à l'avenir. Alors, ils m'ont gardée, non par amour ou désir, mais par peur d'un regret futur. Dès ma naissance, ils ont commencé à me laisser chez mes grands-parents. D'abord pour les week-ends, puis pour des semaines entières. Mes premiers souvenirs ne sont pas ceux de la maison, de mes parents, mais de la maison douillette de mes grands-parents. L'odeur des gâteaux de mamie, le son du rire de papy, le sentiment d'être sincèrement voulu. Ils m'ont donné ce que mes parents ne pouvaient ou ne voulaient pas me donner. Tout a changé quand j'ai eu 6 ans. Mes grands-parents ont finalement tapé du poing sur la table. Elle doit aller à l'école, dit fermement mamie à mes parents. Elle a besoin de stabilité, de son propre foyer. Vous ne pouvez pas continuer à vous la passer comme ça. Mais elle est heureuse ici, protesta faiblement ma mère. Elle a besoin de ses parents. La voix de papy était inhabituellement sévère. Il est temps que vous assumiez vos responsabilités. À ce moment-là, mes parents avaient établi leur carrière et acheté une maison. Ils acceptèrent à contre-cœur de me reprendre, mais j'appris plus tard qu'ils avaient d'autres projets en tête. Ils voulaient un autre enfant. Un enfant planifié, cette fois. J'avais 7 ans quand maman annonça sa grossesse. Je me souviens de son visage rayonnant, du sourire fier de papa, de la façon dont ils décorèrent la chambre du bébé, des mois à l'avance. Tout ce que je n'avais jamais eu. Chloé est née par un beau matin de printemps. Dès l'instant où ils l'ont ramenée à la maison, le contraste dans la façon dont ils nous traitaient était flagrant. Tandis que je prenais mon petit déjeuner, seule avant l'école, maman donnait la cuillère à Chloé en faisant des bruits d'avion. Quand j'obtenais d'excellentes notes sur mon bulletin scolaire, papa y jetait à peine un coup d'œil avant de retourner aider Chloé avec sa pâte à modeler. « Maman, j'ai eu le rôle principal dans le spectacle de l'école », annonçai-je un soir. « C'est bien, ma chérie », répondit-elle distraitement, sans lever les yeux de son téléphone, où elle enregistrait les premiers pas de Chloé. J'ai arrêté de leur parler de mes réussites après un certain temps. À la place, j'allais à vélo, chez mes grands-parents après l'école, là où quelqu'un s'intéressait vraiment. « Montre-moi encore ce bulletin », disait papy, rayonnant de fierté. Ma fille brillante, il se souvenait de chaque anniversaire, de chaque événement scolaire. Quand j'ai gagné la fête de la science en CM2, ils étaient les seuls dans le public. Mes parents avaient emmené Chloé à son cours de danse à la place. « On mangera du gâteau en rentrant », avait promis maman ce matin-là. Ils ne sont rentrés que tard. Chloé était fatiguée par la danse, alors ils ont reporté la célébration de mon anniversaire. Elle n'a jamais eu lieu. Le schéma s'est répété, année après année. Ils ont oublié mon récital de piano où je jouais le solo d'ouverture. Ils ont manqué ma remise de diplôme du collège, prétextant que Chloé avait un rhume. Quand j'ai gagné un concours de mathématiques au niveau régional, ils étaient à l'entraînement de foot de Chloé. Pendant ce temps, la vie de Chloé était méticuleusement documentée. Chaque dent perdue méritait une célébration familiale. Son premier tour de vélo a été photographié sous plusieurs angles. Quand elle a intégré l'équipe junior de GRS, notre salon a été décoré de ballons pendant 1 semaine. Je trouvais du réconfort dans mes études et l'amour inconditionnel de mes grands-parents. Chaque week-end, je m'échappais chez eux, où mamie écoutait mes histoires et papy m'aidait avec mes devoirs. « Tu vas faire de grandes choses, Léa », disait mamie en me glissant un nouveau livre ou une petite babiole. « Tu verras. » Mais à la maison, j'étais invisible. Sauf si Chloé avait besoin de quelque chose. Alors, je devenais la baby-sitter désignée, la tutrice, la grande sœur pratique qui pouvait la conduire chez ses amis. Chloé devenait plus insupportable chaque année. À 9 ans, elle était devenue une manipulatrice experte, sachant exactement comment mener nos parents par le bout du nez. « Tu n'es que l'erreur qu'ils ont dû garder », me lançait-elle. « Personne ne veut de toi ici. » J'ignorais habituellement ses piques, mais un jour, alors que j'avais 17 ans, elle est allée trop loin. J'étudiais pour mon bac blanc quand elle a fait irruption dans ma chambre. « Range tes affaires. J'ai besoin de ton bureau pour mon projet d'art plastique », exigea-t-elle. « J'étudie, Chloé.
Utilise ton propre bureau. Non, je veux celui-là. Maman et papa ont dit que je pouvais avoir tout ce que je veux dans cette maison. Ce n'est pas vrai, et je suis occupée. Elle commença à jeter mes manuels scolaires par terre. Tu es tellement égoïste, tu es juste jalouse parce que maman et papa m'aiment plus. Quelque chose a craqué en moi. Des années de frustration refoulée ont bouillonné à la surface. J'ai attrapé son téléphone de sa main. « Rends-le-moi » hurla-t-elle. « Non, tu es punie. Va dans ta chambre et réfléchis à la façon dont tu traites les gens. » Elle partit en tapant des pieds, criant des menaces sur le fait de tout raconter à nos parents. Je m'en fichais. Quelqu'un devait lui apprendre les conséquences. Quand maman et papa sont rentrés, Chloé a fait tout un cinéma. Des larmes de crocodile coulaient sur son visage pendant qu'elle racontait sa version. Elle m'a frappée, sanglota Chloé, et elle a pris mon téléphone et m'a enfermée dans ma chambre. Je ne l'ai jamais frappée, dis-je calmement. J'ai pris son téléphone parce qu'elle manquait de respect et détruisait mes affaires de cours. Le visage de maman devint rouge de colère. « Comment oses-tu toucher ta sœur ? Je n'ai pas. »« Donne-moi ton téléphone » exigea papa. « Tu es privé de sortie pendant 1 mois, sauf pour aller au lycée. J'ai le voyage scolaire ce week-end. »« Annulé » trancha maman. « Peut-être que ça t'apprendra à être plus gentille avec ta sœur. » Pendant le mois suivant, ils ont agi comme si je n'existais pas. Ils passaient devant moi dans les couloirs sans un regard. Au dîner, ils parlaient autour de moi, comme si j'étais invisible. Chloé souriait narquoisement pendant tout ce temps, sachant qu'elle avait gagné. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Ces gens n'étaient pas ma famille. Ils n'étaient que des étrangers qui partageaient mon ADN. Le jour de la remise des diplômes du lycée, je n'ai pas été surprise de ne trouver que mes grands-parents dans le public. Maman leur avait dit que je n'étais pas digne de leur présence. Mon discours de major de promotion a reçu une ovation debout, mais les 2 sièges vides dans la section réservée à la famille en disaient long. « Nous sommes si fiers de toi, ma chérie, » dit mamie après coup, me serrant fort dans ses bras. « Où sont tes parents ?» demanda madame Dubois, ma professeure préférée. J'ai juste haussé les épaules. À ce moment-là, leur absence était devenue la chose la plus naturelle du monde. Le lendemain de la remise des diplômes, maman et papa m'ont appelée dans le salon. Je savais, à leurs expressions, que la conversation ne serait pas agréable. « Tu as 18 ans maintenant », commença papa, d'un ton professionnel. « Une adulte. Il est temps que tu déménages », ajouta maman sans détour, sans même essayer d'adoucir le coup. Discrètement, j'appuyai sur enregistrer sur mon téléphone, le glissant partiellement sous ma cuisse sur le canapé. Quelque chose me disait que je devais documenter ce moment. « Et pour mes études supérieures ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà leur réponse. Je voulais juste l'avoir sur l'enregistrement. Ils ont ri, en fait. Un rire dur, cruel, qui résonna dans la pièce. « Nous ne paierons pas tes études, » dit papa. « Cet argent est pour l'avenir de Chloé. » Finalement, maman soupira, laissant tomber toute prétention, passant ses doigts dans ses cheveux avec un soulagement visible. « Nous pouvons cesser d'être responsables de toi. »« Soyons honnêtes, » continua papa, sa voix froide comme la glace. « Nous n'avons jamais voulu que tu naisses. Ta mère ne pouvait pas avorter à cause des risques médicaux, alors nous étions coincés, avec toi. Tu n'as jamais fait partie de cette famille, » ajouta maman, examinant ses ongles manucurés comme si elle discutait de la météo. « Pas vraiment. Et maintenant, il est temps pour toi de partir. » Je restais assise là, laissant mon téléphone capturer chaque mot, chaque lettre cruelle, chaque rire, chaque moment de vérité que j'avais toujours su mais qu'il n'avait jamais admis si ouvertement. Mes mains étaient instables sur mes genoux, des années d'entraînement à cacher mes émotions. « Je partirai demain », dis-je calmement, fière que ma voix ne tremble pas. Leur soulagement était palpable, comme un poids qui se soulevait de leurs épaules. « Bien », acquiesça papa. « Pas de drame. Au moins, tu nous facilites les choses. » De l'étage, la voix de Chloé descendit dans le couloir, excitée et aiguë. « Je vais transformer sa chambre en paradis du jeu vidéo.
une télé immense, une nouvelle console, peut-être même un setup de streaming. Ça va être génial. J'ai fait mes valises cette nuit-là, écoutant les plans excités de Chloé à travers le mur. 18 ans de vie tenaient dans 2 valises et un sac à dos. Le lendemain matin, j'ai pris un taxi pour aller chez mes grands-parents. Quand je leur ai tout raconté, en leur montrant l'enregistrement, mamie a fondu en larmes, ses mains tremblant alors qu'elle tenait les miennes. « Ce ne sont pas les personnes que nous avons élevées, » dit papy, la voix brisée, des années de déception évidentes dans ses yeux. Je leur ai montré autre chose aussi, ma lettre d'acceptation au programme d'investissement de l'École supérieure de commerce de Lyon, ESCL. Bourse complète, logement inclus. Mes mains tremblaient légèrement en leur tendant l'enveloppe, mais cette fois, c'était de fierté. Ils me voulaient tellement qu'ils perdent même ma chambre en résidence universitaire, expliquai-je, m'autorisant un petit sourire. Mes notes et mes recommandations les ont impressionnés. Le directeur m'a personnellement appelé pour m'offrir la bourse. Mamie me serra fort dans ses bras, son parfum familier de lavande m'enveloppant comme une couverture réconfortante. « Nous sommes si fiers de toi, ma chérie. Si très fiers. S'il vous plaît, ne leur dites rien, » demandai-je en me reculant pour les regarder tous les deux. « Ils ne méritent pas de savoir. »« Ils ne le méritent pas, » acquiesça amèrement papy, sa main ridée serrant mon épaule. « Ta réussite sera la tienne, et seulement la tienne. » Cette nuit-là, dans mon ancienne chambre d'enfant chez mes grands-parents, je me suis enfin autorisée à pleurer. Cet automne-là, je suis partie pour l'ESCL à Lyon, avec 2 valises et une détermination brûlante dans ma poitrine. Ma nouvelle vie a commencé dans une petite chambre de résidence universitaire, donnant sur la cour du campus, mais elle ressemblait plus à un foyer que la maison de mes parents ne l'avait jamais été. Je me suis plongée dans mes études, avec une intensité qui m'a surprise moi-même. L'analyse financière me venait naturellement. Les chiffres racontèrent des histoires claires, contrairement aux émotions désordonnées que j'avais laissées derrière moi. Les schémas, les prédictions, l'équilibre prudent entre risque et récompense, tout cela avait un sens parfait pour moi. Entre les cours, j'ai décroché des stages prestigieux. BNP Paribas ma 2e année, Dubois & Associés ma 3e année. Léa, vous êtes exactement ce que nous recherchons chez nos futurs analystes, m'a dit mon superviseur chez Dubois & Associés lors de mon évaluation. Votre attention aux détails est remarquable, et vos perspectives sur le marché dépassent celles de votre âge. Ma vie personnelle était plus calme. Quand mamie appelait chaque semaine, elle commençait parfois « Ta sœur ou tes parents ?»« S'il te plaît, mamie » l'interrompais-je doucement. « Je ne veux pas savoir. » Elle soupirait et changeait de sujet pour parler de son jardin ou de la ligue, de bowling de papy. Il restait mon seul lien avec mon passé, mais même avec eux, je gardais certaines portes fermement closes. Chaque semaine, nous parlions de tout et de rien. Des recettes qu'elle essayait, des livres que je lisais, des saisons qui changeaient, dansant prudemment autour du vide en forme de famille dans nos conversations. Après mon diplôme, Dubois, un associé m'a immédiatement offert un poste. J'ai commencé comme analyste junior, mais mes perspectives sur les tendances du marché ont rapidement attiré l'attention de la direction. Je passais de longues heures au bureau, acceptant des projets supplémentaires, me portant volontaire pour les dossiers difficiles que d'autres évitaient. Moreau, les chiffres du portefeuille Thomson sont impressionnants, remarqua mon patron lors de ma première année. Continuez comme ça et vous irez loin. Nous n'avons pas vu une analyse aussi approfondie de la part d'un analyste junior depuis des années. Il avait raison. Chaque année apportait de nouvelles responsabilités et des augmentations correspondantes. J'ai déménagé d'un minuscule studio à un T2, puis à un T3 dans un meilleur quartier. Chaque déménagement ressemblait à un pas de plus loin de mon passé. À 28 ans, je dirigeais ma propre équipe et gérais d'importants portefeuilles clients. Mes collègues plaisantaient en disant que je vivais et respirais l'investissement, mais la vérité était que le travail comblait le vide là où une famille aurait dû être. Chaque succès ressemblait à une revanche, chaque promotion à la preuve que je valais quelque chose, après tout. Le jour où j'ai signé pour mon appartement de luxe dans le centre-ville, je me tenais seule dans l'espace vide, regardant le coucher de soleil peindre la ville en or à travers les baies vitrées. 5 ans de semaines de 60 heures, d'économie prudente et d'investissement stratégique
avaient porté leurs fruits. Les plans de travail en marbre, le parquet, la vue à couper le souffle. J'avais construit cette vie entièrement seule, sans un centime des personnes qui étaient censées me soutenir. Maintenant, en fixant le texto de ma mère à propos de la pendaison de crémaillère, un plan s'est formé dans mon esprit. Après 11 ans de silence, ils voulaient à me voir. Très bien. Je leur laisserai voir exactement ce qu'ils avaient à jeter. L'enregistrement de ce dernier jour était toujours sur mon téléphone, soigneusement transféré à chaque mise à niveau, attendant le bon moment. J'ai tapé une réponse rapide. Je serai là. La réponse de ma mère est arrivée instantanément. Merveilleux. Hâte de te voir, ma chérie. J'ai pris un jour de congé et j'ai conduit jusqu'à la nouvelle maison de mes parents. C'était une modeste maison à 2 étages dans une banlieue, résidentielle près de Lyon. Sympathique, mais rien de comparable à mon appartement du centre-ville. Plusieurs voitures étaient déjà garées le long de l'allée quand je suis arrivée, et je pouvais entendre des rires s'échapper des fenêtres ouvertes. Ma main hésita sur la poignée de la portière. 11 ans. J'ai pris une profonde inspiration, attrapé mon cadeau de pendaison de crémaillère, une bouteille de vin cher que je savais qu'il ne pouvait pas se permettre, et j'ai remonté l'allée. Tante Marie m'a repéré la première. « Léa !» « Oh mon Dieu, ça fait une éternité !» Elle m'enveloppa dans une étreinte chargée de parfums. « Où te cachais-tu » D'autres parents s'attroupèrent autour, un chœur de salutations excitées et de questions. « Comment va la grande ville ? On a vu ton appartement en ligne. Pourquoi ne viens-tu plus nous voir ? Tu as l'air d'avoir tellement réussi. » Je souris poliment, offrant des haussements d'épaules évasifs. Laissez-les s'interroger. Du coin de l'œil, je remarquais mes cousines chuchoter, comparant ma tenue de créateur aux vêtements plus modestes autour de nous. Puis mes parents apparurent sur le seuil. Les cheveux de maman avaient plus de gris que dans mon souvenir. Le ventre de papa s'était épaissi. Derrière eux se tenait Chloé, son visage un masque prudent. Les années nous avaient tous changés. Léa. Maman se précipita en avant, les bras tendus, sa voix doucereuse. Ma petite fille. Papa se joignit à l'étreinte. Tu nous as tellement manqué. Nous sommes si fiers de tout ce que tu as accompli. Leur performance était impeccable. Si je n'avais pas vécu la réalité, j'aurais pu y croire moi-même. La façon dont les mains de maman agrippèrent mes épaules. Comment la voix de papa se brisait d'émotion. Ils avaient eu des années pour perfectionner ce numéro. La fête se déplaça à l'intérieur. Le vin coulait, la nourriture circulait, et les parents rattrapèrent des années de moments manqués. Je remarquais comment mes parents me touchaient, constamment le bras, riaient trop fort à mes commentaires, s'assurant que tout le monde voyait leur dévotion envers leur fille perdue depuis longtemps. Le modeste salon était bondé de membres de la famille, tous me jetant des regards furtifs entre 2 bouchées de fromage et de crackers. Oncle Robert se leva pendant le dîner, un verre de vin à la main, le visage légèrement rougi par l'alcool. Un toast à Sophie et David pour leur belle nouvelle maison. Des acclamations éclatèrent autour de la table. « Et Léa » continua-t-il, son ton changeant, les yeux se plissant. « J'ai quelque chose à te dire, jeune fille. » La pièce se tut. Les fourchettes s'arrêtèrent en plein vol. Le verre de quelqu'un tinta nerveusement contre une assiette. « Comment oses-tu abandonner ta famille comme ça ? Devenir riche et réussir tout en refusant même d'appeler tes pauvres parents ? Ils ont eu le cœur brisé, se demandant ce qu'ils avaient fait de mal, pleurant sur leur fille ingrate. Mon estomac se serra en observant les expressions de mes parents. L'inquiétude parfaitement conçue, la douleur fabriquée. Maman réussit même à verser une larme. « Ce sont des saints de te pardonner », continua oncle Robert, la voix montant d'une indignation vertueuse. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi, tous leurs sacrifices, comment as-tu pu les traiter ainsi ? Je regardais autour de la table mes parents au visage désapprobateur. Mes parents avaient passé 11 ans à construire leur récit, se peignant comme les victimes de leur fille ingrate qui les avait abandonnés pour la richesse et le succès. Je m'éclaircis la gorge. « Maman, voudrais-tu dire à tout le monde la vérité ?» Elle se redressa sur sa chaise, la confiance émanant de sa performance répétée. En fait, oui. Vivre avec Léa a toujours été difficile. Elle était gâtée, arrogante,
ingrate pour tout ce que nous lui avons donné. Elle regarda autour de la table, établissant un contact visuel avec chaque parent. Elle s'est enfuie après le lycée, nous a abandonnés, n'a jamais regardé en arrière. Pas d'appel, pas de visite. Nous étions dévastés. Les parents secouaient à la tête avec sympathie, les verres de vin s'inclinant. Chloé tamponna ses yeux avec une serviette, les mêmes fausses larmes qu'elle avait perfectionnées enfant. « Laissez-moi partager quelque chose », dis-je en sortant mon téléphone. Un enregistrement du jour où je suis partie. J'avais 18 ans. Le visage de maman pâlit légèrement. La main de papa se resserra sur sa fourchette. La pièce tomba dans le silence, tandis que ma voix d'adolescente emplissait l'espace. Et pour mes études supérieures ? Puis le rire cruel de mes parents. Nous ne paierons pas tes études. Cet argent est pour l'avenir de Chloé. La voix froide de mon père. Nous n'avons jamais voulu que tu naisses. Ta mère ne pouvait pas avorter à cause des risques médicaux, alors nous étions coincés avec toi. Tu n'as jamais fait partie de cette famille. L'enregistrement continua, chaque mot frappant comme des coups de marteau dans le silence. La main de tante Marie couvrit sa bouche. Les yeux de cousine Rachel se remplirent de larmes. Le visage d'oncle, Robert s'assombrit à chaque révélation. J'arrêtai l'enregistrement. Le silence était assourdissant, rompu seulement par le doux tic-tac de l'horloge murale. C'est pourquoi je suis partie. Demander à mamie et papy. Ils m'ont recueilli ce jour-là. Ils étaient là quand vous m'avez mise à la porte. Je me levai, ma chaise raclant contre le sol. Vous ne m'avez invitée aujourd'hui que parce que vous avez vu ma réussite en ligne. Avant ça, 11 ans de silence. Pas un seul appel. Pas une carte d'anniversaire. Rien. Le visage d'oncle Robert s'était vidé de sa couleur. Sa précédente colère vertueuse s'était transformée en honte. Sophie, David, comment avez-vous pu ? Les invités commencèrent à repousser leurs chaises, les bruits de raclement emplissant la pièce comme une symphonie discordante. Tante Marie ne pouvait même pas regarder mes parents. « Monstre !» murmura-t-elle en ramassant son sac à main avec des mains tremblantes. « Léa, je suis tellement désolée !» dit oncle Robert en se dirigeant vers la porte. Je ne savais pas. J'aurais dû demander. D'autres suivirent, murmurant à propos de mensonges cruels et de comportements honteux. La maison se vida rapidement, la porte s'ouvrant et se fermant comme des signes de ponctuation à leur sortie hâtive. Mes parents et Chloé restèrent à table, les visages déformés par la rage. La façade de la famille parfaite s'était enfin fissurée. « Tu as tout gâché !» hurla maman, le mascara commençant à couler. « Comment oses-tu ? Nous t'avons recueilli !» cria papa, comme s'il avait oublié l'enregistrement que nous venions tous d'entendre. « Vous vouliez que je sois là ?» répondis-je calmement en lissant ma robe. « J'ai juste joué votre jeu. La seule différence, c'est que j'ai apporté les preuves. Je suis sortie de leur maison pour la dernière fois, le son des sanglots de colère de Chloé me suivant le long de l'allée. Par ma grand-mère, j'ai appris plus tard que la plupart des parents avaient coupé les ponts avec mes parents. La vérité leur avait coûté plus que leur réputation. Aujourd'hui, j'ai des amis qui m'ont choisi, des collègues qui me respectent, et la paix qui vient avec le fait d'avoir enfin exposé un mensonge. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est simplement de bien vivre, selon ses propres termes. Fin de l'histoire.